Et alors, le zéro, on le définit comme le fait d'avoir un problème qui compte et d'essayer de le résoudre. Et on définit le un comme le fait d'avoir trouvé un business model profitable, répétable et scalable. Alors, à The Family, on aime bien écrire sur les murs ce roi, comme ça, on le voit tous les jours, on s'en rappelle. On se définit ni par les levées de fonds, ni par autre chose. On pense que le but d'une entreprise est de gagner de l'argent. C'est une croyance assez forte, assez simple. Et tout ici est fait pour qu'à un moment donné, les entrepreneurs finissent par trouver le bon modèle pour gagner de l'argent. Alors le problème, c'est que souvent quand on dit on veut que les entreprises gagnent de l'argent, ça devient un problème un peu simpliste. Parce qu'on confond des choses comme je veux qu'une entreprise gagne beaucoup d'argent avec je veux qu'une entreprise gagne de l'argent dès le premier jour. Alors gagner de l'argent dès le premier jour, ce n'est pas forcément la bonne méthode. Souvent, en fait, on ne comprend pas ce qu'est un business model. On confond souvent business model et revenu model. Alors nous, on a cette distinction très forte. Il y a un outil qui permet de visualiser ça et de comprendre ça de façon extrêmement simple, qui s'appelle le Business Model Canvas. C'est un outil qui a été mis au point par un collectif de gens en Hollande il y a quelques années, qui a rencontré un succès planétaire extraordinaire chez les consultants, qui a été utilisé, déformé, réutilisé, modifié, etc. Mais qui a, moi je trouve, une utilité assez fondamentale, c'est qu'il permet de comprendre en un coup d'œil l'ensemble des blocs logiques qui permettent de produire de la valeur. Et c'est ça le grand intérêt du Canvas, c'est que même si vous ne l'utilisez jamais, et d'ailleurs la plupart des gens ne l'utilisent jamais, j'ai vu beaucoup de gens le premier jour mettre un Canvas au mur et le deuxième jour l'oublier. Ce n'est pas très grave parce qu'une fois que vous avez en tête cette visualisation, bah vous l'avez en tête et c'est quelque chose qui vous permet de vous en rappeler de temps en temps et de prendre des décisions. Le but du Canvas, normalement, c'est d'avoir un Canvas au début extrêmement théorique et de semaine en semaine de le rendre de plus en plus concret en transformant des hypothèses en faits à l'intérieur de chacune des cases. Ça, c'est la théorie. Je sais bien que dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Dans la pratique, on est plein de bonne volonté, on fait un brainstorm, on fait son Canvas, on le remplit d'hypothèses, on est très fier de soi, et puis après on l'oublie et on va faire sa boîte. Mais finalement, ce n'est pas grave. Même si l'objectif de cet outil n'a pas été de faire en sorte que plus personne ne rate sa boîte, ce qui je pense est un objectif extrêmement biaisé en soi, et extrêmement compliqué. Même si cet objectif n'a pas été atteint, il y a un autre objectif qui, lui, a été atteint, c'est de permettre à tout à chacun de comprendre que finalement, dans la création de valeur, l'histoire des revenus et l'histoire de comment on gagne de l'argent était la question finale et non pas la question première. Et qu'il y avait plein d'autres questions à résoudre en avance. Alors, rentrons dans le vif du sujet du Business Model Canvas. Voilà le Business Model Canvas, ça se présente de cette façon-là. C'est 9 cases logiques qui, chacune d'entre elles, représente un bloc essentiel permettant de créer et distribuer de la valeur. Et le but du jeu, c'est que vous allez résoudre chacune de ces cases une par une. Et quand vous allez faire un cycle complet, vous avez en fait, c'est une logique un peu simple, c'est qu'au centre de ce canvas, vous avez votre value proposition, donc le cœur de votre business. Donc c'est au centre, vous avez vu, c'est la colonne vertébrale de votre business. Le but de la value proposition, c'est de décrire précisément ce que vous faites. Vous avez à droite tout ce qui s'occupe des revenus et à gauche tout ce qui s'occupe des coûts, un peu bizarrement. Donc, votre value proposition s'adresse à un segment à travers une relationship et des channels. Ça permet de produire le revenu stream. Donc, vous voyez, il y a une boucle qui se passe comme ça sur la droite. Puis, vous avez une boucle sur la gauche qui est la boucle des coûts. La boucle des coûts, c'est les activités, les ressources, les partenaires. Il y a une relation logique entre ces trois cases, puisque tout ce que vous ne faites pas dans l'activité et tout ce qui n'est pas une ressource devient un partenaire. Et tout ce qui n'est un partenaire, par définition, n'est donc pas une activité. Et en fait, ça, c'est la boucle des coûts. Et si vous faites revenu moins coût, normalement, vous devez gagner de l'argent et donc vous captez de la valeur. Et donc, vous êtes un fameux business model scalable, répétable et profitable. Sachant que vous verrez que là, il n'y a pas d'élément en soi de scalabilité et de répétabilité. Ça, c'est un positionnement de The Family. On peut faire des boîtes extrêmement intéressantes qui sont juste profitables. Il y a des gens qui ont des boîtes de services et qui vivent très bien, beaucoup mieux et beaucoup plus heureux que la plupart des types qui ont des boîtes scalables. Mais c'est simplement un problème d'ambition et de positionnement de marché. Si vous voulez faire quelque chose qui compte et quelque chose
qui essaie de devenir un leader mondial d'une industrie, vous êtes obligé de passer par la case répétable, profitable et scalable. Donc, rentrons dans chacune de ces cases et voyons en zoomant dans chacune de ces cases comment un business model se construit. Alors, la base première de tout business model, et donc par définition de tout business model Canvas qui est vu comme un outil de représentation des business models, il y a la value proposition. Alors, la value proposition, c'est le saint graal de l'entrepreneuriat. C'est le truc qui fait que quand vous allez dire ce que vous faites, vous serez soit rangé du côté des doudingues, soit vous serez rangé du côté des types qui font quelque chose qui compte. Et la value proposition, c'est ce qui vous permet de dire au monde ce que vous faites de façon claire, de façon précise et de façon impactante. Alors, qu'est-ce que c'est une value proposition? Très simplement, une value proposition, c'est quelle est la valeur, et on parle de valeur, que vous allez produire pour les clients. Alors, ça ne s'appelle pas feature, ça ne s'appelle pas product, ça ne s'appelle pas je ne sais pas quoi encore. Il y a deux façons de voir ce que vous faites. Soit vous le voyez par le bas et vous vous dites, voilà, j'ai ma feature et mon logiciel d'email permet de trier les emails facilement. Et puis après, vous êtes avec votre techno, vous êtes très content et vous dites, s'il vous plaît, quelqu'un veut m'acheter ça, c'est super utile, je vous assure. C'est utile à quoi? Je ne sais pas, mais je suis sûr que ça peut être utile à quelqu'un et quelque part. Soit, dans un autre cas, vous allez partir de la value proposition et vous allez essayer de résoudre un problème. Alors, quelque chose que je répète extrêmement souvent, c'est qu'il est beaucoup plus facile de définir un projet entrepreneurial par le problème qu'il résout plutôt que par la solution qu'il offre. Parce que la solution qu'il offre, c'est quelque chose de changeable, c'est quelque chose de modifiable, c'est quelque chose de malléable. Le but du jeu dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas de prouver qu'on a raison, c'est de trouver ce qui marche. Il y a une différence fondamentale entre la détermination et l'obstination. La détermination, c'est faire en sorte tous les jours que vous faites quelque chose qui va finir par produire de la valeur et que vous essayez tous les jours de changer jusqu'à trouver quelque chose qui produise de la valeur. L'obstination, c'est le fait de faire tous les jours la même chose en espérant qu'un jour, ça finisse par marcher, alors que ça fait des années que ça ne marche pas. Ne confondez pas détermination et obstination. L'obstination, c'est le drame de l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait que beaucoup de gens perdent la ressource la plus fondamentale qui existe dans la vie, qui est le temps. Si vous regardez les trois ressources primaires qui sont disponibles pour chaque être humain, savoir l'argent, les gens et le temps, la seule qui ne se remplace pas, et excusez mon cynisme, c'est le temps. L'argent et les gens, ça se remplace. Si vous vous fâchez avec quelqu'un, vous pouvez toujours trouver quelqu'un d'autre. Si vous perdez votre copine, votre femme, ou votre copain, ou votre mari, ou je ne sais pas quoi, vous pouvez toujours en trouver un autre. Le temps, une fois que vous l'avez perdu, étant donné qu'on est à durée déterminée sur cette planète, et à durée indéterminée d'ailleurs, une fois que vous l'avez perdu à vie. Et donc, l'un de vos objectifs premiers en tant qu'entrepreneur devrait être de toujours optimiser cette ressource pour ne jamais faire quelque chose qui vous fasse perdre inconsidérément du temps. Et le fait de s'attaquer à des problèmes plutôt que de partir des solutions, ça vous permet tout de suite de vérifier si c'est quelque chose d'important ou pas. Évaluer une solution, c'est extrêmement compliqué. Évaluer une solution, c'est faire en sorte de se dire est-ce que la solution que j'apporte va répondre à quelque chose ou pas. Si vous partez de la solution, ça peut être très compliqué d'imaginer à quoi ça sert. Alors que si vous partez du problème, c'est beaucoup plus simple de se dire est-ce que je suis en train de résoudre le problème ou pas? Est-ce que j'ai une réponse satisfaisante ou pas au problème? D'ailleurs, il y a deux façons de découvrir des problèmes. La première façon, c'est de découvrir des problèmes qu'on a soi-même. C'est des problèmes organiques. Donc vous regardez le nombril dans une glace et vous vous dites c'est quoi mes problèmes et vous essayez de les résoudre. Si vous n'êtes pas trop bizarre et pas trop singulier, il y a à minima des milliers de gens dans le monde qui ont le même problème que vous. À maxima des milliards, si vous êtes plutôt commun et si c'est un problème plutôt récurrent. Maintenant, si vous essayez de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre, ça peut être aussi intéressant, c'est juste beaucoup plus dur parce qu'il faut faire preuve de quelque chose qui est plus compliqué que de se regarder le nombril, donc plus compliqué que le narcissisme, il faut faire preuve d'empathie. Mais ce n'est pas impossible non plus. Et notamment parce qu'il y a énormément de problèmes très intéressants qu'on n'a pas soi-même. Mais le fait de réfléchir par problème
plutôt que par solution, ça n'a que des avantages. L'autre avantage de réfléchir par problème plutôt que par solution, c'est que ça vous permet tout de suite d'évaluer la taille d'un marché et la réceptivité d'un marché. Pourquoi? Parce que quand on présente une solution et qu'on est de 0 à 1, on est dans cette situation extrêmement bizarre qui est l'expression du monde des idées. Et vous savez, il y a un truc que je répète toujours dans cet intervalle de 0 à 1, qui est de dire on est un héros à 0, on est un héros à 1. C'est un peu comme quand vous décidez de traverser la Manche à la nage. Quand vous décidez de traverser la Manche à la nage, sur le bord de la rive, vous êtes un héros. C'est incroyable, ce type a décidé de traverser la Manche à la nage. Puis quand vous commencez à nager et que les types passent sur leur yacht à côté de vous et vous disent « Non, mais monte, franchement, là, pourquoi tu te fais autant de mal ?» Vous êtes un tocard dans l'eau. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre façon de voir ça. Et puis si vous arrivez de l'autre côté de la rive, vous devenez un héros instantanément. Vous êtes le type qui a traversé la Manche à la nage. C'est héroïque. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau, vous êtes forcément quelque part, vous passez pour un doudingue. On ne peut pas croire que vous allez y réussir parce qu'on projette nos angoisses, on projette nos peurs, etc. Et bien, le chemin entrepreneurial, c'est la même chose. Quand vous êtes à 0, c'est-à-dire à peu près avant d'avoir fait quoi que ce soit, le fameux moment que tous les entrepreneurs adorent, regrettent et recherchent toute leur vie, le fameux moment où ils n'ont rien, ils ont juste leur idée. Ils vont décrire aux gens leur idée et puis les gens ont une réceptivité face à cette idée extraordinaire. C'est quoi la réceptivité d'une idée? Ben, vous savez, c'est quand vous lisez un bouquin, personne dans cette salle, si on lit le même bouquin et qu'on demande un compte-rendu, ne racontera la même histoire exactement. Parce qu'il y a un détail qui va plus vous toucher que d'autres, il y a un moment qui va plus vous fasciner que d'autres, etc., etc. Mais ce qui va faire la réceptivité d'une idée dans l'entrepreneuriat, ben c'est comme la réceptivité du livre, c'est que quand vous allez expliquer votre idée, vous expliquez votre plateforme et le type se voit déjà dans Minority Report. Il voit déjà les doigts, le zoom, les interfaces 3D, etc. Puis vous revenez le voir 4 semaines plus tard, donc vous n'êtes plus à 0, mais vous êtes entre 0 et 1 à un endroit assez indéterminé, même pas quantifiable, et vous lui montrez, et là le type dit « C'est ça l'idée dont tu m'as parlé ?» Ah oui, non, moi je ne voyais pas ça comme ça en fait, je voyais ça avec plus d'effet. Et en fait, ce moment de ridicule, le seul moyen de le surmonter et le seul moyen de croire en ce qu'on fait et de ne pas abandonner, c'est d'avoir l'impression que ce qu'on fait compte. Et non pas parce que l'idée est intéressante, parce que finalement, vous arrivez à connecter empathiquement avec les gens qui ont des problèmes. Les gens qui ont des problèmes sont prêts à tout pour les résoudre. Ils sont prêts à payer alors que la solution n'est pas encore satisfaisante. Ils sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie simplement pour être sûr que cette solution finisse par émerger, etc., etc. Donc, si vous voulez construire un bon business, partez d'une value proposition claire. Et une value proposition, ça s'exprime, ça se raconte. Vous devez être capable de pouvoir raconter votre value proposition en très peu de mots et très rapidement. Vous savez, il y a cette fameuse survalorisation du pitch qu'on a dans l'industrie startup. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a beaucoup qui font des startups, mais dès que vous rentrez dans ce milieu de la startup un peu bizarre, il y a tout ce jargon un peu bizarre, pitch, elevator pitch, je ne sais pas quoi. Et à premier abord, on peut se dire, c'est quand même vachement ridicule tout ça. Ils se prennent quand même, ils se prennent très au sérieux, ils se prennent la tête. Mais en fait, derrière tous ces buzzwords et tous ces concepts, il y a eu un moment ou un autre, un moment de vérité et un moment de sincérité. Et le premier moment de vérité et de sincérité que vous devez comprendre, c'est que la disponibilité d'esprit de l'utilisateur moyen est de moins de 30 secondes. Que la capacité de générosité de l'utilisateur moyen est extrêmement faible. Et que si vous n'êtes pas capable d'expliquer avec beaucoup de conviction et une accroche extraordinaire ce que vous faites et pourquoi vous le faites, ben c'est beaucoup plus dur. Et là, on en vient à ce fameux… Il y a une vidéo TED très célèbre où il y a un type qui explique les plus belles boîtes du monde font du pourquoi, les autres font du comment et les dernières font du quoi. Et les boîtes qui définissent le pourquoi marchent beaucoup mieux que les autres. Alors lui, il a une théorie quasi transcendantale, mais moi j'ai une explication beaucoup plus simple derrière ça. L'explication, elle est très simple. C'est que les boîtes qui décrivent leur pourquoi, en fait, elles décrivent leurs problèmes. Et que pour peu qu'on l'ait ressenti ou eu un jour ce problème, on connecte avec les gens. Et que si on connecte avec les gens, on crée de l'empathie. Et que si on crée de l'empathie, alors on crée de l'espace de réception et on crée de l'investissement. Parce que les gens ont toujours besoin d'avoir une bonne raison d'investir en vous. C'est la fameuse expérience de psychologie sociale, théorie sociale, où si vous faites la manche dans la rue,
et que vous allez voir quelqu'un et vous lui demandez de l'argent, et vous avez à peu près 1% de conversion. Si vous lui demandez l'heure, et donc vous établissez une relation préalable, votre taux de conversion monte à 5 ou 6%. Et donc vous faites la manche 5 à 6 fois plus rapidement. Et bien c'est un peu la même chose. Si vous êtes très très fort à intéresser les gens sur votre pourquoi, si vous êtes très fort à expliquer le pourquoi de ce que vous faites, d'un seul coup, vous allez pouvoir connecter beaucoup plus facilement avec les gens et obtenir plus de temps et plus de disponibilité d'esprit. Alors, les grandes caractéristiques de la value proposition, elles sont là sur le mur. C'est la nouveauté, la performance, la customisation, le fait de bien faire le travail, le design, le brand, le price, le fait de réduire les risques reduction, l'accessibilité, la convenience, l'usabilité. Tout ça, en fait, c'est des raisons théoriques. Vous ne pouvez pas vous mettre devant le canvas. Je vois très souvent des gens faire ça, prendre le canvas et cocher et dire « Oui, moi, je vais faire un truc nouveau qui va bien performer quand même. Parce que faut pas déconner, je suis quand même quelqu'un qui performe. Ah, puis ce sera personnalisable, j'ai envie de vexer personne. Et puis, ce sera pas cher, vraiment, parce que c'est mieux quand c'est pas cher que quand c'est cher. Et puis, ça va éliminer tous les risques. Il n'y aura aucun risque, parce que j'aime pas le risque, moi. Et en fait, vous voyez, ça devient une liste à l'après-vert, et en fait, vous avez rien bâti, vous avez rien fait. Donc, vous pouvez pas... Le but de ces caractéristiques, c'est de vous aider à placer sur un schéma l'endroit où vous devez être. Mais ces endroits ont forcément des conséquences logiques et des rapports de force entre eux. C'est extrêmement rare de pouvoir faire quelque chose de mieux et moins cher. Ça arrive, c'est pas impossible, c'est pas ce que j'ai dit. Des fois, effectivement, il y a des gens qui font mieux et moins cher. Ça a même un nom, ça s'appelle Big Bang Disruption. C'est tellement rare, c'est tellement exceptionnel que c'est tout de suite très convaincant. Mais en fait, très souvent, si les gens font mal, c'est parce qu'ils ne vendent pas cher. Et si vous voulez vendre mieux, il faut faire un peu plus cher. Il y a un rapport direct. Sauf quand vous redéfinissez les règles de marché. Ça, c'est un autre cas. C'est qu'une value proposition, en fait, est liée à un marché. Et souvent, une value proposition définit un marché. Et le problème, c'est que les analyses sectorielles et fonctionnelles des marchés oublient la dimension principale que l'entrepreneuriat introduit. C'est le fait de pouvoir redéfinir un marché en rendant quelque chose d'obsolète. Je vais vous donner un exemple de Big Bang Disruption assez simple. Prenez l'industrie de la santé et toutes les technologies de diagnostic gratuit. Aujourd'hui, un diagnostic, il faut aller chez un médecin et ça coûte un certain prix. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la modélisation d'un diagnostic, ce n'était pas un problème informatique très compliqué. Et de plus en plus d'apps permettent de réaliser des diagnostics beaucoup plus performants que ceux d'un médecin. Parce que le taux de fiabilité moyen d'un médecin, c'est 60% au passage. Il faut le savoir. Et pour beaucoup moins cher. Forcément, c'est une machine qui le rend. Une fois que le coût de conception a été amorti, contrairement au médecin, la machine ne mange pas tous les jours. Elle ne dort pas tous les jours, elle ne paye pas un loyer tous les mois. Donc le coût d'amortissement de la machine, il est ce qu'on appelle scalable. Parce qu'il y a un rendement croissant du profit. Plus vous rendez de diagnostic, plus le diagnostic d'après sera plus rentable que le diagnostic d'avant. Ça, typiquement, pourquoi c'est rendu possible? Parce que la façon de délivrer le service a rendu complètement obsolète la vieille méthode qui était le fait de former pendant plus de 10 ans un médecin à un algorithme qu'une machine peut comprendre en quelques secondes. Donc vous voyez que forcément, quand vous comparez quelques secondes de temps machine à 10 ans d'études de médecin plus son coût de vie permanent, c'est forcément une innovation qui en soi est moins chère et beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, la bonne façon de pitcher ça, c'est quoi? Parce que souvent, les types qui pitchent les histoires de diagnostic, ils se confrontent à un problème, c'est que les gens disent « Oui, mais moi, je préfère interagir avec un médecin ». Et tous ceux qui sont en train de réussir dans cette industrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concentrés chez les gens qui avaient un problème, pas une solution. Et qui a un problème? Les déserts médicaux, les pays sous-développés, tous les endroits où il n'y a pas de médecins. Les applications de diagnostic ne sont pas en train de conquérir le marché en étant une alternative aux médecins. Les applications de diagnostic sont en train de conquérir tous les marchés où il n'y a pas de médecins. Et une fois qu'ils auront conquis tous ces marchés-là, les marchés où il y a des médecins verront que les marchés où il n'y avait pas de médecins sont mieux servis qu'eux-mêmes. Et c'est ce jour-là que le shift se fait. Donc, ces transformations dans la chaîne de valeur et ces transferts dans la chaîne de valeur sont des phénomènes qu'on comprend beaucoup mieux quand on raisonne par problème. Je vais juste vous raconter une anecdote historique qui me fait toujours mourir de rire.
c'est Bank of West vs Bank of America sur la question du distributeur de billets. Bank of America est une boîte extrêmement riche, extrêmement puissante, qui a fait la technique habituelle de toutes ces grandes boîtes pour décider de lancer un nouveau produit. Elle a fait un focus group. Et c'est un focus group qui est extrêmement connu, c'est un cas d'école, parce que les types ont expliqué très sincèrement qu'ils n'avaient pas besoin de distributeurs de billets. Donc comment ça marche? Vous prenez 20 personnes dans une salle, vous leur montrez un distributeur de billets et vous leur dites, voilà, pour 3,50 $ par retrait, est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir retirer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Puis là, les types vous disent, écoutez, qu'est-ce que les Noirs vont faire si on fait ça? Bah oui, parce qu'on est dans les années 60 aux États-Unis et que les types sont tout de suite très racistes. Alors, ils disent, non, mais moi, le métier de guichetier, c'est un métier de noir, il ne faut pas le supprimer, sinon ils n'auront plus de travail. Puis vous avez d'autres gens qui vous disent, oh, mais moi, ma guichetière, je l'aime beaucoup. Hein. Enfin, pourquoi vous voulez la remplacer par cette machine? Il faut appuyer sur des boutons, je ne comprends rien, etc. Et Bank of America a organisé 2000 réunions comme ça de quartier à travers les États-Unis. Et on est arrivé à la conclusion, et 20 millions de dollars plus loin, que jamais le distributeur de billets n'intéresserait qui que ce soit. À côté de ça, il y a une petite banque, qui n'est pas une start-up, mais qui a une centaine d'agences, pas beaucoup plus, qui est Bank of West. Et qui, elle, fait quelque chose de très différent. Elle se demande qui a besoin de distributeurs de billets et pour qui les distributeurs de billets sont essentiels dans la vie parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se disent, qui a ce problème-là? C'est tous les gens qui, quand ils sortent le soir, ont besoin à un moment de liquide parce qu'ils ont mal évalué la disponibilité de liquide et ils vont dans des endroits où les chèques ne sont pas acceptés. En clair, les types qui vont dans des bars et des restaurants après 21 h, après 20 h. Alors les types se disent, tiens, c'est intéressant, dans quel endroit on peut trouver la plus grande concentration de gens qui ont ce problème? Ah ben, les campus universitaires. Les types passent leur journée à la fac, ils n'ont pas le temps d'aller au distributeur de billets, le soir ils sortent au pub, ils n'ont pas d'argent, ça crée des problèmes terribles d'emprunt entre eux pour celui qui a le plus de cash, il faut le prévoir avant de sortir, etc. Ils vont devenir extrêmement intéressés. Puis en plus, étant relativement jeunes, ils sont beaucoup plus aptes à absorber des technologies beaucoup plus rapidement. Résultat, Bank of West a installé des distributeurs de billets à travers tous les États-Unis et est passé de 100 agences à plusieurs milliers d'agences. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, Bank of America s'est dit non, mais le distributeur de billets, ça ne marchera jamais. C'est un truc pour les étudiants. Puis quand les étudiants n'ont plus été étudiants, qui sont devenus adultes, ils ont été en ville et ils se sont rendus compte que la banque leader, Bank of America, n'avait pas de distributeur de billets. Puis eux, ils n'avaient jamais eu de relation avec leur guichet. Ils ne voulaient pas aller au guichet. Ils voulaient aller à l'ATM et ils ont continué l'expérience et ils l'ont importé dans leur travail, ils l'ont importé dans la ville et une génération a remplacé l'autre. Ce qu'on appelle un changement paradigmatique. C'est quand vous avez une génération qui arrive avec un nouveau modèle de pensée et qui remplace une génération plus ancienne qui disparaît avec un ancien modèle de pensée. Et bien ça, pourquoi Bank of America est passé à côté? Parce que leur analyse était fonctionnelle. Ils se demandaient quelles features les gens ont besoin. Et quand vous vous posez cette question-là, vous tombez toujours dans le fameux panneau, vous savez, c'est la citation très célèbre de Steve Jobs, qui dit « Ne demandez pas aux gens ce dont ils ont besoin, ils en seront beaucoup plus convaincus quand ils le verront et qu'ils verront que c'est la solution à leurs problèmes. » Mais en fait, effectivement, il s'agit de ça. C'est que ce dont ils auraient pu découvrir, c'est que ces gens-là avaient des problèmes et qu'il y avait plein de catégories sociales qui n'avaient pas accès au guichetier pour des raisons de temps, de confort, etc. Et alors là, il faut comprendre un concept sur la value proposition si vous voulez comprendre la dispersion d'un business model. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est la courbe d'adoption d'une innovation. Alors, je vais essayer de la faire bien. Voilà, bon, à peu près. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le nombre de gens qui adoptent une technologie disruptive. Ça fonctionne toujours de la même façon. Au début, vous avez les early evangelists. C'est les gens qui sont prêts à adopter une technologie et une value proposition. Alors là, je parle... L'un des focus de The Family, c'est d'essayer d'aider les gens ambitieux à bâtir des boîtes scalables et profitables, ambitieuses et globales et leaders de leur marché, etc. Donc très souvent, la caractéristique première de ces boîtes, c'est qu'elles représentent une forme de disruption. Évidemment, si vous faites une boîte qui est simplement la copie d'une boîte qui existe déjà, vous avez beaucoup moins besoin de comprendre ces questions-là et de comprendre
la diffusion d'une value proposition parce que vous commencez sur un marché beaucoup plus mature. Mais là, on prend le cas où vraiment vous faites quelque chose de nouveau qui répond pour la première fois à un problème unique. Au début, vous allez vous adresser aux early evangelists. C'est tous ces gens qui sont prêts à adopter quelque chose alors qu'il n'est pas encore développé. Ça peut vous paraître bizarre comme segment de la population, mais si vous regardez autour de vous, vous verrez, et vous avez forcément des amis qui sont dans ce segment-là. C'est les gens qui vous parlent toujours de ce qui va sortir un jour. Et alors, vous savez, c'est les gens qui nous parlent des casques de réalité virtuelle depuis 20 ans, puis on n'en a jamais vu. Puis c'est les gens qui nous parlent des robots partout, puis tout le monde se dit « Ouais, mais bon, c'est bon, les robots, ça fait 20 ans qu'on parle de ça et j'en ai toujours pas vu un dans ma cuisine. » Etc., etc. Mais ces early evangelists, ils ont une caractéristique première, c'est que quelque part, ils ont une obsession pour un domaine nouveau. Et notamment, il y a un truc que moi, en tant qu'investisseur, je regarde toujours, c'est l'activité principale des types qui ont des hobbies. Si vous regardez à travers l'histoire de l'humanité, les types qui ont des hobbies représentent toujours la prochaine tendance. Dans les années 80, les types qui avaient des hobbies, c'était l'informatique. Aujourd'hui, c'est l'impression 3D et les Fab Labs. Et en général, ces types-là, qui passent leur week-end, leur soir, leur budget, les travaux de leur maison dans un truc complètement dingue, en fait, ils représentent toujours la première vague d'une adoption de marché. Et la bêtise mentale qu'on fait, c'est de croire que le monde se conquiert en un pas. L'entrepreneuriat, c'est un marathon qui se court en sprint de 100 mètres. Ce n'est pas quelque chose... Aucun produit au monde, sur un marché nouveau et non mature, a été lancé dans un grand boom, badaboum, et ça a fait bim bim. Ça n'arrive jamais, ça. Ce qui se passe en général, c'est que vous avez un truc, personne ne sait trop ce que c'est, puis ça commence à être adopté par une petite communauté, et petit à petit, ça grossit, et plus vite que vous en ayez l'impression, bam, tout le monde en a un. Mais même les produits comme l'iPhone, qui sont lancés avec des grandes conférences, etc., ont des ambitions extrêmement réduites par rapport aux moyens de lancement. Le but de Steve Jobs, c'était de prendre 1% du marché des smartphones. C'est l'annonce de la première conférence. Il a dit, si on prend 1%, on sera déjà très content. Même eux savent raisonner en niche comme première étape. Et vraiment, c'est exactement la même chose que jouer à risque ou faire la guerre ou toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous jouez à risque, mais moi je trouve que risque, je le répète tout le temps celle-là, mais c'est une très très bonne école entrepreneuriale. C'est qu'à risque, tous les débutants font la même erreur, c'est qu'ils mettent un pion sur chaque pays de la carte. Et vous sentez leur excitation et leur contentement quand ils ont l'impression de posséder 80% du monde. Puis après, vous les ravagez pays après pays, et ils sont tout dépités, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est un peu la même chose avec les jeunes entrepreneurs. C'est qu'ils veulent tout de suite conquérir le monde et ils ne voient pas que ça se conquiert ville par ville. Et alors, ces early evangelists sont une population que vous touchez en leur parlant du problème et c'est une population qui ressent le problème plus que la moyenne. Ces early evangelists, en général, une fois que le produit... Donc ça, c'est la courbe d'adoption du produit et ça, c'est la courbe de qualité du produit. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, la qualité est inférieure, puis il y a un moment, il y a un croisement, puis la qualité devient supérieure à l'adoption. Donc c'est cette phase très particulière où le produit ne délivre pas encore. Et donc la deuxième phase, c'est les early adopters. Alors les early adopters, ça on les connaît un peu plus. C'est tous les gens qui sont prêts à acheter la première version de quelque chose. Alors que tout type qui travaille dans la technologie sait qu'il ne faut jamais acheter la première version de quelque chose. Règle de base. N'achetez jamais la première version d'un produit Apple, ou la première version d'une Freebox, ou etc., etc. Mais il y a des gens chez qui c'est trop fort, ils veulent être les premiers. Et d'ailleurs, si vous voulez vous remémorer la diffusion, l'iPhone est pas mal en fait comme produit pour ça. Parce que vous pouvez regarder dans votre entourage et vous souvenir qui est le premier de vos amis à avoir eu un iPhone. Et ensuite de refaire historiquement, ami après ami, comment l'iPhone s'est développé dans votre entourage jusqu'au moment où vous-même en ayez eu un. Combien de gens ont un iPhone là dans la salle? Voilà, démonstration faite. On fera le petit schéma de qui l'a eu en premier. Qui a eu un iPhone 3? Voilà. Non, qui a eu un iPhone 3S? Un peu plus. Un iPhone 4? Voilà. Vous voyez, on vient d'avoir une courbe d'adoption de l'innovation.
Ensuite, vous avez l'early majority. Alors, l'early majority, c'est là où... Ça, c'est par exemple, si on prend l'iPhone, ça, c'est l'iPhone 3. Ça, c'est l'iPhone 3S. Il faut quand même voir que sur l'iPhone 3, il n'y avait même pas la 3G. Enfin, c'est quand même génial comme lancement de produit. La 3G n'était pas une techno révolutionnaire au moment où ils ont lancé l'iPhone. Hein. Ensuite, vous avez l'early majority. Vous avez la late majority. Donc ça, c'est l'iPhone Kardashian. Et ensuite, vous avez les jet laggés. Alors, les jet laggés, c'est une population fascinante. Parce que les jet laggés, c'est Alain Finkielkraut, par exemple. C'est des gens, ils font des interviews pour vous expliquer que peut-être ils vont envisager d'aller ouvrir un navigateur Internet et d'aller lire un article sur Internet, alors que c'est le royaume de la dépravation absolue. Et quand ils disent ça, ils sont en fait seuls, et ils sont ridicules, et ils ne se rendent même pas compte à quel point le monde a changé autour d'eux. Que quand il y a 10 ans, ils sortaient qu'Internet, c'était tous les dangers, etc., tout le monde les écoutait. Et les gens avaient peur et tremblaient, ils disaient « Oh là là, ma fille va tomber sur des sites pédophiles ». Maintenant, les gens, c'est fini, c'est plus un débat. Bah, ça, c'est les jet laggés. Vous savez, c'est les gens qui achètent un téléphone à touche parce que plus aucun téléphone à cadran n'est disponible dans aucune boutique de la ville. Et vraiment, ils n'ont pas le choix. Alors, ils passent au téléphone à touche. Et alors, erreur fondamentale quand vous testez votre value proposition, parce que pourquoi je vous raconte tout ça? Il y a un lien, en fait, ce n'est pas une discrétion. C'est que vous devez savoir à quel stade vous êtes et vous devez vous concentrer à aller parler aux personnes pertinentes. Et notamment, pourquoi j'ai pris le cas d'Alain Finkielkraut? Parce que finalement, c'est le plus facile pour taper. Je ne l'aime pas, alors je peux taper dessus publiquement. Mais il y a d'autres types que j'aime bien qui sont un peu des Finkielkraut qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à pérorer et donner leur opinion sur les startups. Et ils passent leur temps à expliquer aux types que c'est une bonne ou une mauvaise idée ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ils ne sont même pas utilisateurs du truc. Et qu'ils n'en ont aucune idée de la courbe qu'il va y avoir de cette adoption. Et qu'ils n'ont même pas le problème dont le type est en train de leur parler. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont été un jour ou l'autre désignés comme une forme d'autorité dans le monde des startups, comme si les startups étaient une industrie en soi. Il n'y a pas d'experts S-startup. Ça n'existe pas. Vous avez des experts S-business model à la rigueur, et encore, c'est compliqué de maîtriser tous les business models de tous les secteurs. C'est une vie de travail. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'un jeune entrepreneur va parler à des jet laggés. Et il se dit, putain, merde, mon idée, elle vaut rien. Et alors, ce jeu de l'idée est un jeu extrêmement biaisé, parce que je vais vous faire un deuxième schéma que j'adore. Un jour, j'ai étudié la philo, alors j'essaie de rentabiliser. C'est que dans le monde, vous pouvez toujours tout ramener à une relation binaire. Vous pouvez toujours tout diviser en deux. Et notamment, le monde des idées, il se divise en deux. Il se divise entre les bonnes idées et les mauvaises idées. Et quand vous évaluez votre value proposition, vous devez comprendre que 99% des opportunités qui valent le coup ne sont évidemment pas des mauvaises idées, puisque les mauvaises idées sont des mauvaises idées. Ça ne fait pas débat. Mais c'est toutes les bonnes idées qui ont l'air d'être des mauvaises. C'est l'intersection des deux qui représente l'opportunité entrepreneuriale. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 million de raisons de considérer qu'une bonne idée est mauvaise parce qu'on n'a pas le bon point de vue. Et notamment, l'une des façons les plus simples de ne pas avoir le bon point de vue, c'est de ne pas être l'utilisateur concerné. Et donc, ne pas être l'utilisateur concerné peut créer ce genre de problème où vous allez prendre une bonne idée pour une mauvaise. Et alors, ce schéma est vachement intéressant parce qu'il vous montre quand même que la majorité des mauvaises idées, en fait, sont simplement des mauvaises idées. La première fois que j'ai raconté ça dans une conférence, j'ai reçu plein d'emails et des types m'ont envoyé des idées absurdes en me disant « Je savais que mon idée était géniale. Elle a tellement l'air d'être mauvaise. C'est forcément la fortune. » Alors non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être une chance. Les bonnes idées qui ont l'air d'être des bonnes, en général, elles sont archi prises, archi attaquées, archi dominées. Et il y a vraiment très très peu d'espace pour un type sans moyens et sans argent. C'est plus de l'entrepreneuriat, c'est des affaires. Et ça comprenez-le bien. Parce que vous voyez dans cette fameuse courbe, idéalement, quand vous êtes entrepreneur, vous vous lancez là, à cette phase-là. Mais la plupart des grandes entreprises, elles lancent des produits ici. Samsung, il a lancé Android quand iPhone est arrivé là, à peu près. Pourquoi se faire chier à développer une idée nouvelle quand tout simplement, vous pouvez prendre une position de marché sur un marché qui a été prouvé? Alors tout ça pour en venir
au fait qu'une value proposition se définit toujours par rapport à un segment de clientèle. Pourquoi? Parce qu'une value proposition a forcément une courbe d'adoption et on a forcément ce problème de l'évaluation de l'idée. Alors juste une anecdote marrante. Je vais en raconter une nouvelle parce que je commence à pérorer un peu à force de faire des conférences. Dans le genre honte monumentale que j'ai dans ma vie, au tout début d'Uber, j'étais en face de lui à son bureau et il développait l'app. Et donc c'était Travis qui codait à longueur de journée. Et je lui ai expliqué que franchement, les taxis, c'était une industrie tellement réglementée que jamais il aurait la moindre chance de réussir avec sa putain d'app. Et qu'il allait se planter comme tous les mecs qui avaient essayé de faire Uber avant Uber. Bon, ben voilà. Fine. J'avais pas grand-chose à dire. J'avais un voisin à San Francisco qui est très connu, parce que ça fait 15 ans qu'il se tape la tête contre un mur, tous les jours, parce qu'il pouvait être l'employé numéro 3 de Google, et il a dit à Larry Page, c'est très célèbre, « Who needs a search engine seriously ?» Et pourquoi? Mais il vous raconte, il vous dit, à l'époque, il y avait 20 000 sites sur Internet d'intéressants. Un annuaire, ça marche très bien pour trier 20 000 sites. J'aurais jamais imaginé qu'Internet allait exploser comme Internet a explosé aujourd'hui. Parce que l'idée même d'un moteur de recherche, parce que souvent on dit, oui, les gens n'ont pas cru à Google parce qu'il y avait d'autres moteurs de recherche. Non, les gens n'ont pas cru à Google parce qu'ils pensaient que les moteurs de recherche ne servaient à rien. Parce que tout le monde voyait que Google était bien mieux foutu qu'Alta Vista ou les autres, ça faisait pas doute. Et vraiment, c'était ne pas voir que l'information allait... Il y a 10 ans, vous auriez dit à quelqu'un que l'information produite dans le monde allait doubler tous les ans de façon continue pendant 10 ans. Et oui, c'est ça. Mais c'était inimaginable. Donc vous voyez ce que c'est, cette intersection extrêmement bizarre. C'est que vous avez des gens, et les entrepreneurs sont caractéristiques de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs sont insupportables et ont l'air fous. C'est parce que c'est des gens qui vivent dans le futur au présent. Et ils vous racontent les choses comme si c'était déjà le cas. Parce qu'ils font simplement une anticipation. Alors des fois, ils sont un peu trop dans le futur. C'est raté. Mais pour peu qu'ils soient au bon endroit, comme Travis ou comme Google, et tous les gens passent pour des imbéciles. Allez, dernière anecdote qui m'a toujours fait mourir de rire. Quand Steve Jobs est revenu à Apple, il y a un type qui lui a écrit un email de 5 pages sur pourquoi il ne fallait pas qu'il revienne diriger Apple et qu'il allait tout détruire. Et Steve Jobs lui a répondu si vous avez raison, je suis désolé d'avance, mais s'il s'avère que vous ayez tort et que je réussis ma mission, s'il vous plaît, rendez-moi service, regardez-vous dans une glace et call yourself an asshole. » Et je ne sais pas si le type le fait de façon rituelle, mais moi, je le ferais si j'étais à sa place. Donc, un customer segment, c'est très important. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas conquérir le monde en une fois. Donc, quand vous définissez votre customer segment en fonction de l'état d'avancement de votre produit par rapport à votre value proposition, vous devez savoir si vous devez parler à des early adopters, vous êtes au niveau de l'early majority. En général, vous ne faites plus de canvas quand vous êtes dans la late majority. Il y a des gens qui les font pour vous, ça s'appelle des stagiaires. Mais au début, quand vous êtes seul, donc c'est l'un ou l'autre des segments. Et vous devez absolument définir précisément le segment avec lequel vous attaquez. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'utilisateur spécifique en tête. Et à partir du moment où vous avez décidé quel était votre utilisateur, en attendant de vous rendre compte que vous vous êtes trompé et de changer d'utilisateur, vous ne parlez qu'à cet utilisateur, vous n'essayez de vendre qu'à cet utilisateur et vous ne faites rien d'autre. Vous ne pouvez pas perdre votre temps à parler. Alors, c'est quoi l'avantage? C'est qu'au moins, si vous vous êtes trompé, vous le verrez très vite. Parce que si vous définissez, je ne sais pas moi, A comme utilisateur et que vous ne faites que parler à A à longueur de journée et que vous vous rendez compte qu'en fait, A ne répond jamais au téléphone et ne vous réécrit jamais et ne prend jamais rendez-vous avec vous, vous pouvez vous dire « mince, je me suis trompé de segment ». Alors que si vous parlez à A, B, C, D et que tous ont l'air mollement de vous dire plus ou moins oui, vous pouvez durer extrêmement longtemps avant de découvrir si vous êtes en train de parler au bon utilisateur ou pas. Donc soyez extrêmement discipliné là-dessus, c'est très important. Et surtout, vous devez vous demander qui est votre utilisateur et comment le définir. Alors, moi, il y a une méthode que j'aime bien, bon, qui est très artisanale, pour définir des segments, mais c'est peut-être parce que je regarde beaucoup de séries, c'est de penser personnage de série. Pourquoi? Parce que les scénaristes qui écrivent les séries passent des heures à définir des caricatures.
Et en fait, je ne sais pas si vous regardez How I Met Your Mother, Friends ou je ne sais pas quoi, mais vous prenez n'importe quel personnage d'une de ces séries un peu grand public et il représente un customer segment extrêmement particulier. Si vous faites un produit pour les Barney, vous voyez exactement à quoi ressemble un Barney, quoi. Ou si vous faites un produit pour les Ross, vous voyez à quoi ressemble un Ross. C'est une espèce très très particulière et c'est une espèce extrêmement caricaturée et très. Vous pouvez même mettre sa photo dans le bureau. C'est très pratique. Et si vous faites un produit pour Breaking Bad, bah, vous voyez aussi le segment auquel vous avez affaire, etc., etc. Donc, le définir, c'est quelque chose de très important parce que vous allez pouvoir, une value proposition est forcément associée à un segment de clientèle. Est-ce que vous avez plusieurs segments de clientèle? Bien sûr que vous avez plusieurs segments de clientèle. Le fait d'avoir plusieurs segments de clientèle, c'est comme ça qu'on croit. Par contre, vous ne pouvez pas conquérir au début plusieurs segments de clientèle à la fois. Pour conquérir plusieurs segments de clientèle à la fois, il faut avoir de la ressource et avoir du capital. Quand vous démarrez seul, à peu, en entreprise, à 2 ou 3, vous n'avez pas de capital disponible, donc vous n'avez pas d'autre choix que de faire des choix. Et ça veut dire donc prendre le risque de se planter, et donc ça veut dire le risque de passer de segment en segment. Alors il y a des gens très chanceux, ils trouvent la bonne VP avec le bon segment du premier coup, genre Travis de Uber, je crois que c'est $1 million de revenus en un mois, enfin de volume d'affaires, truc un peu délirant. Après le lancement, il y a des gens, ils galèrent 38 mois, genre Airbnb, ils n'ont pas compris leur segment avant extrêmement longtemps. Il n'y a pas de secret. Une fois que vous avez défini un segment, vous ne pouvez faire qu'une chose, développer votre produit et parler au segment. C'est très important de sortir de derrière votre ordinateur. Vous ne pouvez pas bâtir une boîte uniquement derrière votre ordinateur. Et là, je parle à tous les types qui savent coder dans la salle. C'est un risque majeur que vous prenez. C'est de passer votre temps à développer des choses dont personne n'a à faire. Et d'ailleurs, si vous regardez d'un point de vue macro et micro pourquoi les boîtes échouent, d'un point de vue micro, il y a des millions d'explications. Je n'ai pas eu ma subvention, je me suis engueulé avec mon cofondateur, je n'étais pas heureux, ce n'était pas la bonne boîte, etc. D'un point de vue macro, il y a une seule raison, développer quelque chose dont tout le monde s'en fout. Et prendre ce risque-là, c'est le risque le plus monumental que vous puissiez prendre. Et la seule façon de savoir si vous êtes en train de développer quelque chose qui intéresse les gens ou pas, c'est de leur présenter et essayer de leur vendre. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que sinon, vous prenez le risque que j'appelle le risque Hollywood. C'est le fait de parler à des gens et qui vous disent « Ouais, super intéressant ton truc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vois très très bien les types que ça peut intéresser. » Et une fois que vous avez fait le tour de 6 milliards d'habitants avec cette phrase, vous retombez sur le premier en fait. Qui vous avait dit 5 ans avant « Oui, oui, va parler aux autres. Je n'ai pas envie de te dire que ça ne m'intéresse pas. » Et en fait, c'est un problème structurel. Vous avez un avantage énorme pour tester des value propositions dans un customer segment. C'est que vous pouvez comprendre qu'on appartient à une génération où le monde a profondément changé. Pendant très longtemps, en France, on a été victime du 19e siècle, qui est un paradigme très particulier, qui est un paradigme capitalistique. Pourquoi c'est un paradigme capitalistique? Parce que vous aviez besoin de capital pour transformer des idées en réalité. C'est quoi le paradigme capitalistique? C'est j'ai une idée, je la finance, je la conçois, je la développe, je la design, je la fabrique et je la vends. Maintenant, vous êtes dans le paradigme entrepreneurial, qui est extrêmement différent du paradigme capitalistique, puisque vous pouvez avoir une idée, vendre immédiatement, faire semblant que ça existe. Ce n'est pas très compliqué sur Internet de faire semblant que les choses existent. Et seulement si ça existe, alors faire les autres étapes. Regardez, qui croit qu'on a un château ici? Merci Liam, merci pour l'article by the way. Non mais le point, vous vous rendez compte que acheter un château, c'est une décision quand même monumentale pour une famille. et que donc, c'est une décision que vous n'avez pas du tout envie de prendre si personne n'a envie d'aller dans un château en Normandie. D'où le fait de prétendre que vous ayez un château, de voir si les gens sont intéressés, de susciter un tel enthousiasme pour courir, aller acheter un château et en plus avoir un argument formidable auprès des financiers. Vous êtes dans un monde où on peut vendre avant de fabriquer. Ça réduit de façon fondamentale les risques que vous prenez. Tikhon Bernstein, cet été, nous racontait que pour lancer Pars, c'était sa 21e idée. Il y a un type au dîner qui dit « Mais comment on fait pour faire 21 boîtes ?»
Elle dit, ah non, 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 on ne fait pas 21 boîtes. J'ai simplement prétendu que j'en avais 21 et la 21e, les gens se sont inscrits. Avant, personne ne s'est jamais inscrit. Il a fait 21 landing pages qu'il a testées jour après jour sur Hacker News. Puis quand il en a trouvé une qui marchait bien mieux que les autres, bah, elle marchait bien mieux que les autres, il l'a fait. Alors quelque chose que je répète, je ne sais pas le dire en français, donc je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, mais success is obvious. Ça, c'est un point que souvent les entrepreneurs ne comprennent pas avant de l'avoir vécu une fois. Success is obvious. C'est que, oui, mais le succès évident, ça percute beaucoup moins en français. Obvious, c'est vraiment fort comme concept. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous faites 20 landing pages, souvent les gens me disent, oui, mais si je fais 20 landing pages, il va se passer le truc, je vais avoir 200 visiteurs par landing page, il y en aura une à 205, une à 198, et je ne pourrai pas décider. Mais en fait, le monde ne fonctionne pas comme ça. Ce qui risque de se passer, c'est que vous en aurez 20 à 0, et que vous en aurez peut-être besoin de 30 ou de 40 avant d'en avoir une qui marche. Déjà, première chose. Et que le jour où vous en allez en avoir une qui marche, vous n'allez pas avoir un petit peu de trafic dessus. Vous en allez en voir de façon monumentale. Et l'autre chose dont vous devez comprendre et qui a profondément changé, c'est que pendant très très longtemps dans le monde du business, ce qui comptait le plus, c'était la fameuse barrière à l'entrée. Si vous allez dans une école de commerce ou dans tous ces milieux où on apprend à faire des entreprises, on vous explique qu'il faut définir des choses différenciantes. Donc vous faites des matrices de Potter ou des trucs comme ça, ou des swaps, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des swags, des SWOT, voilà, des SWOT, merci. Swag, c'est plus sympa déjà. Vous allez faire ça et vous allez essayer de définir une position où vous êtes tout seul. Et ça donne cette fameuse blague qu'on voit tout le temps dans les compétitions de business plan dans ces écoles-là, où les types dessinent une matrice comme ça. Ils sont tout seuls en haut à droite et puis il y a tous leurs concurrents qui sont là. Et vous disent, ouais, je suis le seul type smart sur ce putain de marché. C'est vraiment dingue que le monde m'ait attendu et ait attendu ma naissance pour commencer à exister. Et alors, en fait, c'est un raisonnement qui est toujours extrêmement biaisé pour une raison très simple. C'est que ce qui fait aujourd'hui la valeur d'un projet entrepreneurial, c'est pas d'être seul. L'entrepreneuriat, c'est une ruée vers l'or et c'est gagner la ruée vers l'or mieux que les autres. Si tout le monde est dans cette case, c'est sans doute parce que la valeur est dans cette case. Et partir de l'hypothèse que tout le monde est un ahuri à part soi, en général, c'est une hypothèse extrêmement perdante dans ce milieu-là. La plupart des types qui font des boîtes sont des types raisonnables, intelligents, qui font autant d'efforts que vous, etc. Donc ne sous-estimez jamais personne et appliquez-vous peut-être ma devise personnelle. Il n'y a que les paranos qui survivent. Et vraiment, c'est extrêmement important parce qu'on n'est pas dans un monde où la barrière à l'entrée existe encore. Les barrières à l'entrée sont en train de disparaître, toutes les unes après les autres. Tout ce qui avant était un avantage comparatif, donc un avantage comparatif, c'était le fameux truc qui permettait de créer des barrières à l'entrée. C'est toute une théorie, hein. Vous pouvez faire un cours dessus. Bah, en fait, tous ces avantages comparatifs n'existent plus. Parce que tout ce qui avant était un coût fixe est en train de devenir un coût variable. Par exemple, dans les années 90, avoir le meilleur système d'informatique pour savoir ses stocks pouvait être un avantage comparatif. Aujourd'hui, vous payez 30 $ par mois et vous avez un système comptable dans le cloud du niveau de ce que des types installaient pour plusieurs millions. Pendant très longtemps, par exemple, prenons un exemple. C'était quoi l'avantage comparatif de Google quand ils se sont lancés? Les serveurs moins chers. Ils ont une idée géniale, c'est de se dire, nous, on va arrêter de faire des serveurs à haute performance. On va prendre des pièces et des composants normaux. Ils vont griller, ils vont machin, mais ça coûtera moins cher de les remplacer que de mettre des trucs. Et on va développer des softwares qui vont répartir l'information, la répliquer, etc. C'est comme ça que l'informatique distribuée est née. Et leur avantage comparatif est incroyable. D'ailleurs, au passage, ça a été développé par un type qui s'appelle Oussama Ammar. Ce n'est pas moi. Souvent, les gens qui cherchent mon nom sur Google finissent par tomber sur ce type chez Google et croient que c'est moi dans une autre vie. Mais ce n'est pas moi qui ai fait l'architecture des serveurs de Google. Non, non. Et maintenant, il est prof à Stanford d'ailleurs. Mais il a une idée géniale, c'est de développer les racks de serveurs en Lego. Et pourquoi en Lego? Parce que c'était thermiquement efficient, incroyablement efficient. Et c'était incroyablement facile et disponible dans les bazars pour pas cher. Et d'ailleurs, il y a une histoire extrêmement drôle qui est racontée. Je me souviens plus comment s'appelle le grand concurrent de Google à l'époque, qui était archi bien financé et qui était rempli de types très respectables en costard, qui avaient des serveurs très propres avec des racks en aluminium et des câbles. Et il raconte très modestement qu'à chaque fois qu'ils passaient devant le rack Google au data center, ils étaient pouffés de rire.
il se tapait des barres de rire pendant des heures en se disant mais c'est pas possible. Ces types sont incroyables, ils croient vraiment qu'ils vont nous détruire. Mais en fait, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Google est en train de construire une barrière à l'entrée et un avantage comparatif incroyable, c'est que leur coût de serveur était 100 fois inférieur à tout le monde. Et bien ça, aujourd'hui, c'est plus un avantage comparatif. Pourquoi? Parce que le cloud est là. L'infrastructure Google, maintenant, est disponible à tout le monde. Et en plus, pour peu que vous soyez dans un endroit sympathique comme The Family, on vous offre même des crédits cloud gratos. Minute pub réussie. Mais le point important, c'est que tout ce qui était un avantage comparatif est en train de devenir un service cloud disponible à tout le monde. Ce qui fait que ça n'a jamais été aussi simple de lancer une boîte. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus la concurrence passée. C'est la concurrence future, une fois que vous avez prouvé votre marché. C'est cette concurrence-là qui est très dangereuse. Alors, l'autre point très important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un Customer Segment, vous avez deux outils exceptionnels pour les tester et pour savoir immédiatement si ce que vous faites intéresse des gens ou pas. Attention. Premier outil, Google AdWords. Deuxième outil, Facebook Ads. Dans Google AdWords, vous pouvez définir très précisément des intentions parce qu'une requête dans un moteur de recherche, c'est une intention. Et dans Facebook Ads, vous pouvez définir une démographie. Je veux toutes les filles qui écoutent Britney Spears, qui ont entre 17 et 21 ans et qui vont acheter l'album de Zazie. Vous pouvez définir des démographies extrêmement précises autour de caractéristiques sociodémographiques et socioculturelles. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre value proposition, vous pouvez la tester à petite échelle sur un customer segment pour 3 fois rien. Parce que si vous utilisez AdWords et Facebook Ads comme stratégie d'acquisition de contenu, vous êtes foutu, c'est trop cher. Vous ne pouvez pas amener des millions de gens comme ça. Mais par contre, tester sur juste 1000 personnes pour voir combien de pourcents, ce qui est un fameux échantillon représentatif de la population, ce qu'avant on appelait une étude de marché. Vous savez, avant les types payaient des fortunes, des études de marché. Si, je vous assure, c'était un vrai truc. Et passaient des mois à faire des études de marché, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, en 15 secondes, top chrono, allez, 15 minutes top chrono, j'arrête d'exagérer. En 15 minutes top chrono, vous pouvez faire une étude de marché sur un échantillon représentatif de votre customer segment infiniment plus précis et efficace que n'importe quelle étude de marché faite par un cabinet pour plusieurs milliers d'euros. Vous imaginez la puissance que vous avez entre les mains? Et alors, pourquoi développer la moindre ligne de code? Pourquoi développer le moindre prototype? Pourquoi développer et investir le moindre chose au risque de perdre du temps, alors qu'en 3 minutes, vous pouvez vérifier les 2 cases fondamentales d'un business model, à savoir la value proposition et le customer segment. Si vous avez ces 2 cases bonnes, le reste, c'est de la littérature. Et d'ailleurs, si vous avez ces 2 cases bonnes, le reste peut être fait par des gens plus compétents que vous. Prenons une histoire, Dropbox. Dropbox, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut développer une infrastructure plutôt bien faite pour garder vos fichiers dans le cloud et toujours synchronisés. Il va de meeting VC en meeting VC parce qu'il a fait Y Combinator. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a failli ne pas rentrer à Y Combinator parce que Paul Graham ne voulait pas de lui, parce qu'il lui a dit la même chose que ce que tout le monde a dit. Oui, mais bon, de toute façon, les solutions de NAS, de fichiers, ça a déjà été fait 1000 fois. Et Drew Houston a fait ce dialogue VC à peu près 150 fois. C'est je développe une super solution pour mettre mes fichiers dans le cloud. Ah ouais? Mais ça existe déjà. Ah bon? Vous trouvez que ça existe déjà? Vous en utilisez une? Non, j'en utilise pas, mais ça existe déjà. Bon, bah, au revoir, jeune homme. Et il a fait cette conversation 150 fois. Puis un jour, il en a eu marre et PG lui a dit, mais arrête de nous faire chier avec ta putain de théorie, etc. Fais ton putain de produit et si ça marche, les gens investiront. Il dit, mais je ne peux pas faire mon produit, ça coûte très cher, il me faut un ingénieur système. Vous imaginez si je perds le moindre fichier? Et il a raison. Il fait partie des très très rares cas où on ne peut pas faire en fail fast et en learn to fail to succeed faster, blablabla, tous ces trucs-là. Vous ne pouvez pas faire ça parce que si vous perdez un jour un fichier à quelqu'un, votre service ne vaut plus rien. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des bugs. C'est ce qu'on appelle de la programmation critique. Et donc, il dit non, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin d'1,7 million, j'ai besoin d'1,7 million, j'ai besoin d'1,7 million. Et puis, en fait, il va se passer un truc, c'est qu'il va faire une vidéo présentant Dropbox
comme si Dropbox existait, et il va mettre un bouton « Inscrivez-vous ». Et quand les gens vont s'inscrire, ça le met à une page en disant « Vous êtes sur la waiting list, dès que le produit est prêt, on vous appelle ». Et il a posté ça sur Hacker News, il a rempli ça. Alors, petite astuce de growth hacking, petite digression, mais il a eu une astuce géniale, c'est qu'il a rempli la vidéo de mèmes et de 9gag et de tout ça, et résultat, la vidéo a été featurée sur 9gag pendant 7 jours, et il a récupéré tout le trafic de 9gag pour Dropbox. Bon, ça c'est un détail. Mais il a eu, je crois, le premier jour, il a eu 20 000 inscriptions, à la fin du mois, il en avait 100 000, et puis petit à petit. Et après, il a fait son round. Il allait juste en meeting VC avec un slide. Combien il avait d'utilisateurs qui s'inscrivaient par minute. Il disait, bon, ben voilà, apparemment, j'ai prouvé que mon logiciel plaisait plus que les autres, il faudrait me donner de l'argent pour le développer. Et il a levé à une valo délirante, et etc., etc. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Mais vous voyez, comme ça a été une réduction du risque. La plupart d'entre vous dans cette salle, ce que vous auriez fait, c'est que vous seriez quand même parti bille en tête développer le produit mal foutu, et vous auriez poussé et poussé en disant « Oh mon Dieu, personne ne veut me faire confiance et personne ne veut croire dans ma super idée. » Réfléchissez-y. Vendre avant de fabriquer. Alors, quand vous avez votre value proposition et que vous avez votre... elle est sympa cette image. J'aime beaucoup cette image. C'est un peu ça un channel en fait. C'est un peu trouver la faille dans l'espace et être seul. Une fois que vous avez votre value proposition et que vous avez votre customer segment, il faut trouver comment les connecter. C'est la troisième étape de la création d'une boîte. Et cette troisième étape, pourquoi j'ai parlé d'AdWords et de Facebook? Tout simplement parce que c'est très rare de pouvoir se permettre AdWords et Facebook pour connecter, pour être le channel. Ça peut être génial pour tester sur 1236 personnes, qui est le seuil représentatif d'un échantillon pour la population française. Mais c'est difficile de pouvoir faire ça pour conquérir sa clientèle. Alors, un channel, c'est quoi? C'est un endroit où vous avez vos utilisateurs concentrés en masse. Alors, il y a des channels physiques, je ne sais pas, la presse, un magazine, je ne sais pas quoi. Puis, vous avez des channels virtuels. Vous avez des sites, vous avez des partenaires, vous avez des channels gratuits, des channels payants, etc. Et cette troisième étape, c'est l'une des étapes les plus dures. C'est le fait, je sais que j'ai dit que c'était de la littérature qu'on avait les deux premiers, parce qu'on a rarement les deux premiers au top, en fait, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que cette étape est très dure. Et en fait, cette étape, souvent, quand vous avez une value proposition extraordinaire à un customer segment évident, le channel, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille vous dépasse. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir un truc qui soulève les foules dès le premier jour et qui est massivement adopté, vous allez vous retrouver dans le problème de devoir pousser à la main votre boîte et de la pousser très fort. Donc le channel, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, qui est un sujet en soi. Je vais juste dire des choses vraiment très théoriques. Mais tout ce que vous pouvez lire sur l'acquisition de trafic et tous les exercices que vous pouvez faire en ligne et tout ce que vous pouvez découvrir sur le growth hacking ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, il y a un meet-up très bien là-dessus. Deuxième minute pub. Tout ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, ce ne sera pas perdu et ce sera une compétence extrêmement essentielle à acquérir. Il y a des choses qui sont formelles, il y a des choses qui sont théoriques. Mais dépendant de vos moyens, faites très attention quand vous avez de l'argent parce que plus d'une start-up s'est ruinée une fois qu'elle a levé de l'argent en dépensant de la pub par la fenêtre et qui n'a jamais rien rapporté. Ça, faites très attention à ça. Et notamment, vous savez, à The Family, on a le cas de cette start-up qui me fascine, où vous avez une start-up qui cartonnait parce qu'elle n'avait pas d'argent et ils ont levé un peu d'argent et ils ont fait faillite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre le moment où ils n'avaient pas d'argent et le moment où ils ont levé de l'argent, il s'est passé quelque chose, c'est qu'ils ont arrêté de faire tout ce qui marchait et ils ont commencé à faire des choses sérieuses parce que maintenant, ils avaient de l'argent. Et ils avaient l'impression mentalement que tout ce qu'ils faisaient avant, en fait, c'était des trucs d'amateurs parce qu'ils n'avaient pas d'argent, alors que c'était pile poil les trucs à faire, en fait. Et la contrainte de ne pas avoir d'argent les avait disciplinés. Et le jour où ils ont eu de l'argent, en fait... Et je ne m'en suis même pas rendu compte sur le coup. Pour moi, c'était un mystère. Je me disais, mais je comprends pas. Pourquoi
une boîte qui marche quand on n'a pas d'argent. Et en plus, ils n'étaient pas dispensieux. C'était même pas le problème. C'est simplement qu'ils avaient changé profondément de méthode, en fait. Donc, réfléchissez-y à 2 fois avant de vouloir être quelqu'un de respectable. La dernière chose que vous avez envie, c'est d'être quelqu'un de respectable. Et la dernière chose que vous avez envie dans ce milieu-là, c'est de faire ce qu'on fait depuis des années dans d'autres milieux et qui n'a jamais marché. J'ai un exemple récemment, une startup qui me disait pourquoi les campagnes anti-tabac ne marchent pas. Je dis tiens, c'est vrai, ça fait des années qu'on fait des campagnes anti-tabac, pourquoi elles ne marchent pas? Et il me dit bah, c'est très simple, c'est parce que ça fait des années que personne n'a testé leur efficacité. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les campagnes anti-tabac étaient une décision politique. On dépensait beaucoup d'argent pour dire voilà, on fait de la prévention. Mais on n'en avait rien à faire de si ça marchait ou pas en fait. C'était juste, on se donnait bonne conscience, voilà, on a prévenu les gens, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été avertis. Mais l'objectif, c'est pas de faire arrêter les gens de fumer en fait. L'objectif, c'est de faire une action politique. Donc vous voyez comme le fait de définir très précisément. Alors, j'y viens à un point important. La seule façon de bien maîtriser un channel, c'est de le définir précisément et de mesurer précisément le channel et son efficacité et sa réceptivité. Retenez cette règle de base. Tout ce que vous mesurez s'améliore. C'est une incantation, c'est pratiquement religieux. Vous pourrez fonder une secte là-dessus, mais c'est vrai. Tout ce qu'on mesure s'améliore. Et c'est magique comme phénomène. Ça s'améliore. Alors, il faudrait dire tout ce qu'on mesure s'améliore plus ou moins vite. C'est vrai aussi. Mais c'est très rare de ne pas réussir à optimiser quelque chose que vous mesurez de façon ardente. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle des mécanismes inconscients, cognitifs, qui font que vous allez finir par découvrir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et vous allez finir par l'implémenter. Souvent, je dis l'entrepreneuriat, c'est plus faire du vélo que apprendre une technique formelle. Vous savez, quand vous faites du vélo, au début, on vous explique théoriquement comment faire du vélo. Il faut mettre un pied devant l'autre, machin, puis vous tombez, puis à un moment, vous en avez marre, vous vous laissez aller, et vous finissez par comprendre. Et après, quand vous montez sur un vélo, ça se passe tout seul, vous faites du vélo. Ben, c'est un peu la même chose. Si vous avez la chance de fréquenter des entrepreneurs qui l'ont déjà fait et qui ont l'habitude, ils ont cette tendance très agaçante à avoir l'intuition de ce qui va marcher ou pas. Et vous vous dites, mais je ne comprends pas. Et en fait, c'est très très simple. C'est parce qu'à force de refaire la même chose tout le temps, on finit par découvrir les micro-détails qui sont en fait essentiels. Et ces micro-détails sont ce qui permet de réussir. Si vous voulez regarder un film, regardez Jiro Dream of Sushi. Et dans Jiro Dream of Sushi, il y a cette histoire que je trouve fascinante, où à un moment, vous verrez, si vous regardez les films, vous rigolerez chaudement dans Jiro Dream of Sushi. Parce que le type, il lui dit, voilà, votre assistant fait le riz, vous mettez longtemps à les former. Il dit, oui, avant 8 ans, le riz pas mangeable. Et on sent un grand silence, quoi. Vraiment, on sent que le journaliste se dit, mais c'est pas possible, 8 ans. Et après, il explique. Donc, il va voir l'apprenti, il dit, oui, pendant 8 ans, mon seul boulot, c'était de faire du riz 10 fois par jour et de refaire, et de refaire, et de refaire. Et effectivement, le goût du riz est exceptionnel. Si un jour, vous avez la chance de manger dans un restaurant de sushi comme ça, vous verrez, vous direz, mais c'est pas possible que ce soit aussi bon, alors que c'est juste un bout de riz avec un bout de poisson. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et si vous demandez au type comment faire du bon riz, bah, il va vous dire, bah, c'est simple, tu mets de l'eau, tu mets du riz, tu cuis, et puis tu manges. et il sera incapable d'expliquer tous les micro-détails, toutes les micro-perceptions qu'il aura développées, parce que pendant 8 ans, tous les jours, il aura fait du riz. Et bien, faire une boîte, c'est faire du riz, en fait. C'est la même chose. C'est que tous les jours, vous devez recommencer, 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 recommencer. Remettre ton ouvrage à la tâche 1000 fois. Et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. C'est que cette industrie et l'écosystème des startups est victime d'une culture de la checklist. Vous avez tous l'impression que pour bâtir une boîte, il suffit de prendre une checklist, de cocher les cases, et hop, c'est fait. Donc, on m'a dit qu'il fallait faire une value proposition. Bon, bah, c'est bon, ma value proposition est définie. Alors après, on m'a dit, oui, il faut faire un segment. Ah bah ça y est, mon segment est fait. Ah oui, maintenant, il faut que je définisse mes channels. Voilà, c'est fait. Non, tout ça, c'est des cycles. C'est des choses que vous faites tous les jours. Au début, vous remplissez votre journée à 100% juste de value proposition. Puis après, vous faites 50-50 avec le customer segment. Puis après, vous faites un tiers, un tiers. Bon, c'est un peu stupide ce que je suis en train de vous dire, en fait. Mais vous comprenez la logique, parce qu'en fait, normalement, vous êtes plusieurs et
et il y a des rôles, etc. Mais la logique là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas considérer que quoi que ce soit n'est fini. Moi, quand j'entends des investisseurs dans la place dire « je croyais que le produit était fini », j'ai envie de faire des crises cardiaques ou de les étrangler, ça dépend des jours. Un produit, c'est comme la mode, c'est jamais fini. Vous imaginez un créateur de mode qui vous dit « ça y est, la mode, c'est fini ». Mais comment ça, c'est fini? Enfin, non, c'est pas fini, c'est un éternel recommencement. Spécial dédicace au VC. Ne rigole pas, Jean. La seule façon de découvrir des channels, c'est de les tester. Et retenez une loi qui s'applique dans les channels comme elle s'applique partout dans la vie, qui s'appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto dit en économie que 80% de la richesse d'une nation est captée par moins de 20% des gens. Et bien, parmi tous les channels disponibles, c'est la même chose. 80% de l'efficacité de votre stratégie d'acquisition proviendra de moins de 20% des channels que vous aurez testés. Mais la seule façon de le découvrir, c'est de les avoir testés. Et le but de les tester, c'est justement de découvrir lesquels fonctionnent le mieux que les autres, d'arrêter tous ceux qui fonctionnent le moins bien et de se concentrer massivement sur ceux qui fonctionnent. Deuxième chose, comme à peu près tout de raisonnable et d'extraordinaire dans l'univers, et oui, rien que ça, tous les channels ont une espérance de vie qui est gaussienne. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un potentiel de croissance et vous finissez toujours dans un channel à atteindre un tipping point à partir du moment où vous avez de la décroissance. Donc faites attention, un channel n'est jamais éternel. Mesurez et mesurez en permanence. Ce n'est pas parce qu'à un moment, vous avez découvert un filon incroyable sur je ne sais pas quoi, que ce filon est éternel. Il s'épuise comme tout. Et donc, ça suit forcément une courbe de Gauss. Au début, c'est tout petit, ça monte, ça redescend. Une fois que vous avez votre VP, Value Proposition, votre CS, Customer Segment, vos CH, vos channels, c'est pour faire jargon. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez définir votre CR, votre Customer Relationship. Alors, qu'est-ce que c'est le Customer Relationship? C'est la façon dans laquelle vous allez interagir avec vos clients. Alors là, je suis rarement dogmatique. Enfin, un peu, ouais, bon. Je ne suis pas trop dogmatique. mais il y a un domaine sur lequel vous n'avez pas le choix et vous devez faire toujours la même chose, c'est la Customer Relation, parce que vous devez offrir une expérience exceptionnelle. C'est une opportunité unique pour vous de faire quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'entreprise, on a l'habitude de maltraiter les utilisateurs. C'est une habitude qu'on a pris collectivement dans le monde de la grande entreprise, tout simplement parce que traiter les utilisateurs, c'est un problème compliqué à scaler. Donc en attendant d'atteindre ce point où vous êtes à un point de scale, vous ne vous comportez pas comme une grande entreprise. Moi, les startups qui me répondent en langage formel quand je leur envoie un email de suggestion, j'ai envie de les étrangler. Oui, monsieur, nous avons bien pris en quête votre requête. Notre département ingénierie, qui est moi-même, vous revient sous très peu avec plus ample d'informations. Non, mais franchement. Donc, moi, il y a une règle que j'aime bien inculquer aux startups, c'est la règle du miroir. Si quelqu'un vous tutoie, vous le tutoyez. Si quelqu'un vous voit, vous le vous voyez. Si quelqu'un vous écrit comme un Jones, vous lui parlez comme un Jones. Si vous parlez comme un vieux, vous lui parlez comme un vieux, etc., etc. Mais essayez de profiter de chaque opportunité pour établir un lien intime avec la personne qui vous parle. Aujourd'hui, les gens dans ce monde qui gagnent sont les gens qui établissent une relation intime avec leurs utilisateurs. Et c'est un travail. Et il y a même des gens qui ont bâti des business entiers simplement sur cette case de Customer Relationship. Prenez Zappos. Zappos, c'est quoi? C'est la même value proposition que tout le monde. Vendre des chaussures. C'est le même Customer Segment que tout le monde. Les types qui achètent des chaussures en ligne. C'est exactement les mêmes channels que tout le monde. AdWords, acquisition payante, etc. Il y a une différence. C'est le Customer Relationship le plus exceptionnel que vous trouverez jamais de votre vie. Ils ont bâti une boîte d'1,6 milliard simplement en changeant radicalement une case d'un business model. Et rien d'autre. Et ça, c'est une opportunité incroyable pour vous parce que la type de relation que vous allez établir avec vos utilisateurs va vous permettre de gagner des points et va vous permettre de surdélivrer à un moment où vous sous-délivrez en termes de produits. Et les gens ne sont pas des monstres. Hein. Même les gens, vous savez, les utilisateurs les plus fanatiques d'un produit sont les utilisateurs qui au début vous détestent.
Le plus court chemin vers le succès, c'est la haine. Ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas l'amour, c'est la haine. Toute personne qui vous déteste et que vous retournez, il vous aime à vie et de façon zélote. C'est-à-dire qu'il est prêt à tuer pour vous après. Steve Jobs, oui, les zélotes, les guerriers christiques. Steve Jobs disait, la seule façon de bâtir une boîte, c'est comprendre comment une secte se crée. Comment une secte se crée, elle bâtit 1000 disciples. Et le reste, c'est de la littérature. Et bien, c'est exactement la même chose. Vous avez une opportunité unique au début de bâtir une relation extraordinaire avec les premiers utilisateurs et vous ne devez jamais traiter aucun utilisateur autrement que comme un roi. Vous savez, il y a ce dicton très célèbre, « Client is a king », vous l'appliquez, c'est pas compliqué. Et surtout, vous ne maltraitez personne, c'est important. Alors, on en vient au fondamental. Une fois que vous avez maîtrisé tout cet aspect logique, va se décider qu'est-ce que vous décidez de faire vous-même et qu'est-ce que vous décidez d'externaliser. Alors en fait, là, il y a deux cases qui sont symbiotiques dans le business canvas, qui sont les activités et les partenaires. Les activités, c'est tout ce que vous allez décider de faire en interne et d'internaliser parce que c'est des choses qui sont essentielles à votre schéma de fabrication de valeur. Par exemple, Walmart possède tous ces camions parce que le fait que les produits soient acheminés en magasin avec une fiabilité suprême est quelque chose d'essentiel pour eux. Même si c'est beaucoup plus rentable d'avoir des camions externalisés que vous mettez en concurrence et que vous pressurisez que d'avoir des camions internes, ils ont fait le choix d'avoir leur propre flotte de camions. Parce que pour eux, c'est une activité clé. Et en fait, tout ce que vous mettez… Et alors, une règle très simple dans une start-up pendant très longtemps. Tout ce qui n'est pas une activité clé, vous l'externalisez. Tout ce qui n'est pas une activité clé, vous l'externalisez. Il n'y a pas d'autre choix. Surtout, vous ne réfléchissez pas. Je vois trop de startups passer leur temps à faire leur compta. Je ne sais pas pourquoi. Il ne me semble pas que chef d'entreprise égale comptable. Je vois trop de types passer des heures et des heures à lire des documents juridiques qui font semblant de comprendre. Et je vous assure, avoir le niveau pour comprendre des documents juridiques, ça ne prend pas 3 heures. Et c'est absurde en fait. Ces jours et ces jours que vous passez à ne pas être capable de choisir le bon prestataire, parce que vous n'êtes pas capable d'évaluer les gens autour de vous et de travailler et de trouver les key partners. Évidemment, si vous tombez sur un avocat tocard, vous êtes mal barré. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez la relation. Ma key activities n'est pas de faire le juridique, donc je la confie à un key partner qui est mon avocat. C'est deux choses très simples, mais c'est des choses qui ne sont pas réfléchies de façon assez structurée dans les startups. Par exemple, récemment, j'ai une startup qui m'a expliqué qu'elle faisait de la data entry. Donc c'était vachement long et vachement compliqué. Et je leur ai fait remarquer que sur Amazon Mechanical Turk, ils pouvaient faire la même tâche pour 150 € et qu'elle serait faite en 1 heure au lieu de 6 mois à leur rythme. Parce qu'en plus, ça les énervait tellement ce truc que tous les jours, ils prenaient un peu plus de temps que la veille en fait, pour le faire. Et ça, c'est classique en fait dans l'environnement startup. C'est bêtise 101. C'est vraiment dans les erreurs les plus courantes et les plus fondamentales, c'est de ne pas savoir payer correctement la bonne personne pour faire la chose au bon moment. La deuxième chose, c'est que les partenaires, vous devez absolument définir le plus rapidement possible qui est vos concurrents et qui est vos partenaires. Et d'ailleurs, au passage, s'il y a un des rares domaines où vous devez réfléchir 2 minutes et stratégiser un peu, c'est votre fameuse position sur le marché par rapport aux autres. Trop souvent, je vois des startups se définir comme concurrents d'autres startups sous prétexte qu'un jour, ils pourraient faire la même chose. Alors, un partenaire, ça se trahit. Il n'y a rien d'éternel. Donc, si vous décidez un jour de faire quelque chose que vous ne faisiez pas avant, bah, ce n'est pas grave, ce n'est plus un partenaire. Mais en attendant de le faire, vous n'avez aucune raison de ne pas vous allier le temps qu'il faut, c'est tout. Signez juste pas trop de contrats à très très long terme. Mais réfléchissez à 2 fois et vous savez, regardez Godfather. Keep your friends close, your enemy closer. Trop souvent, les startups, par peur, ne vont pas parler à leurs concurrents, alors que c'est une arme essentielle de benchmark et d'acquisition d'informations. Un concurrent, ça peut se racheter à un moment. Un concurrent, ça peut être un partenaire. Un concurrent, on peut fusionner avec lui si ça ne marche pas très bien, etc., etc.
Donc, n'ayez pas une approche caricaturale de votre position sur le marché. Comprenez votre position et essayez d'être flexible par rapport à ça et définissez précisément un partenaire. Un partenaire, c'est ce qui peut tout changer. Regardez la fameuse histoire Google-Yahoo. Vous connaissez cette histoire? Qui se souvient que sur Yahoo, quand Yahoo ne trouvait pas un résultat, c'était les résultats Google qui s'affichaient? C'était extraordinaire comme époque. Vous savez qui payait qui à ce moment-là? C'était Google qui payait Yahoo. C'était pas Yahoo qui payait Google. C'est marrant. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait un jour, Google? Ils ont retiré. Et vous savez ce que Yahoo a fait pour le garder un an de plus? Ils ont payé. Et ils ont payé plus cher que ça n'a coûté à Google les années où c'est Google qui a payé Yahoo. Et puis, vous savez ce qu'ils ont fait l'année d'après? Bah, ils l'ont enlevé. Et c'était fini. Ils ont transformé un key partner en stratégie d'acquisition extraordinaire parce qu'ils avaient réussi à convaincre Yahoo qu'ils n'étaient pas concurrents. En disant à Yahoo, vous êtes l'annuaire, c'est formidable, nous, on est le moteur de recherche. C'est une autre feature. Bon, pas très stratège, les mecs chez Yahoo, quand même. Mais peut-être que vous aurez des opportunités en or comme ça, vous aussi. Alors, les key resources, c'est quoi? C'est tout ce dont vous avez besoin de façon essentielle pour pouvoir produire votre business model. Alors, le grand avantage du numérique, c'est qu'en général, cette case est vide. À part ingénieur, à la rigueur, quand vous scalez. Et super top employé. Souvent, les boîtes du numérique, leur key ressources, c'est les meilleurs employés de la Terre. Mais imaginons que vous faites des bijoux. Si vous avez un approvisionnement en diamants exceptionnel, vous êtes le roi du monde. Si vous faites des tisanes et que vous êtes pote avec tous les herboristes du monde, bah, d'un seul coup, vous avez une position exceptionnelle, etc., etc. Donc, la key resource, c'est ce que vous devez protéger. Et le fait de l'avoir factuellement là, ça montre qu'est-ce qui est le plus important à protéger, à entretenir et dans lequel vous devez le plus investir pour pouvoir conserver votre position de marché. Tout ça, ensemble, permet de déduire quelque chose d'extraordinaire, les coûts de structure. Alors, parlons d'un sujet qui fâche. Les business plans, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est pas qu'ils servent un peu ou pas beaucoup ou machin. Non, ça ne sert à rien. Ça n'a jamais servi à rien. Et je ne comprends pas qu'encore des gens très sérieux continuent d'en demander. C'est n'importe quoi. Parce que, pourquoi? Comment sont construits la plupart des business plans? La plupart des business plans sont construits avec une méthode qui s'appelle le pourcentage au doigt mouillé. Première étape, mouiller son doigt. Deuxième étape, voir dans quel sens va le vent. Troisième étape, déterminer ses revenus à 5 ans. Quatrième étape, déterminer le pourcentage qu'on consacre au marketing, aux dépenses, à la finance, etc. Cinquième étape, déduire tout ça empiriquement pour revenir à l'étape de 0 en faisant une décroissance linéaire de 10% par an. Et bam, vous avez votre business plan. Et donc, vous savez quel est votre besoin en financement la première année. Alors ça, c'est terrible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de prendre des hypothèses non prouvées, de les transformer en asymptotes et d'en déduire rationnellement quelque chose. Et après, évidemment, ça ne marche pas et vous serez en board meeting avec vos investisseurs. Les business plans, ça n'a jamais rien prédit. Bon. Alors, on peut faire un autre exercice qui, lui, sert vraiment à quelque chose si vous êtes rigoureux. C'est la budgétisation. Là, on prend le problème à l'envers. On se demande de combien on a besoin en coût fixe et non pas en coût variable pour pouvoir survivre sur les 5 prochaines années. Et on se demande quel est le coût variable et l'équation qui modélise les coûts variables. Et on met ça sur papier et on le met précisément au crayon près. Et quand on a cette structure de coûts, d'un seul coup, on se rend compte de la ligne de flottaison pour que le business survive. Et là, on peut commencer à jouer au jeu des hypothèses et se dire, est-ce que ces hypothèses ont l'air réalistes ou pas? Et d'ailleurs, c'est très drôle. Hein. Il y a des business, quand vous jouez à ça, vous vous rendez compte qu'il faut 100 millions de dollars avant de commencer et qu'il y a très très peu de chances que vous gagnez plus que 3 cacahuètes avec. Et d'un seul coup, ça invalide un business. Mais si vous bâtissez un plan financier, partez d'une chose qui est sûre, les coûts. Parce que le prix des choses, il est facile à savoir. Si vous avez besoin de 10 ordinateurs, ce n'est pas compliqué de faire 10 fois le prix d'un ordinateur. Vous n'allez pas à vous tromper. Tandis que savoir si vous allez vendre 20, 100, 1000 ou 10 000 unités, ça, c'est impossible à savoir. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'exponentiel.
On n'est plus dans le monde des boîtes qui avaient une croissance linéaire comme ça et tous les ans, elles font 20% de plus que l'année précédente. Vous êtes dans des boîtes qui sont souvent à zéro et puis d'un seul coup, elles sont à quelque chose. Et ça, par défaut, ça vous montre où est la ligne de flottaison. Si vous êtes Amazon, vous savez que vous avez besoin… Par exemple, Amazon vient de décider d'ouvrir des entrepôts pour 40 milliards. Donc ça veut dire qu'avec une marge à moins de 1%, c'est facile de faire le calcul de combien de volume d'affaires il doit faire simplement pour rembourser les 40 milliards mis en entrepôt. Et si vous étiez le patron d'Amazon, vous sauriez en 3 secondes si c'est réaliste ou pas. Parce que vous connaissez vos données historiques. Et vous voyez comme le fait de partir des coûts rend tout de suite un exercice qui est complètement bullshit, incroyablement réaliste. Alors le grand problème à ça, c'est que des fois, vous ne pouvez pas prédire les coûts dont vous allez avoir besoin. Parce que votre business va pivoter. C'est pour ça que cet exercice, il faut le faire à chaque fois qu'une case change fondamentalement dans votre canvas. Et donc, la dernière étape, c'est évidemment le revenu stream. Ça ne sert à rien de vous poser des questions sur vos revenus tant que vous n'avez pas résolu les 8 étapes précédentes. À part pour vous faire plaisir et vous sentir bien et vous dire « je ne suis pas dingue, je ne suis pas en train de faire une association bénévole ». C'est à peu près la seule utilité à essayer de déterminer un business plan, un business model en avance. Mais si vous faites l'exercice petit à petit en partant des coûts, vous verrez où est la ligne de flottaison et vous verrez si c'est réaliste ou pas. Alors, dans cet exercice du canvas, qu'est-ce qu'un pivot? Vous savez, le pivot, c'est le mot à la mode que tout le monde dit. Ben, un pivot, c'est le fait de prendre une case et de changer radicalement les hypothèses qui sont dedans afin de changer le business model. Et vous voyez, vous avez 9 cases. Et vous pouvez bâtir des business simplement en changeant une case. Zappos a changé la Customer Relationship. Google a changé la Value Proposition. C'est quoi la différence entre MySpace et Facebook? Le Customer Segment. Parce que d'un point de vue feature, la Value Proposition de MySpace et de Facebook est la même. Alors évidemment, vous pouvez dire non, c'est pas la même chose, blablabla. Mais tout ça sont des détails qui n'intéressent pas un canvas. Ça, c'est un autre niveau de détail. Là, on est au niveau de détail le plus intéressant, qui est votre position stratégique sur un marché pour comprendre comment vous produisez et capter cette valeur. Et le but du jeu, c'est de maîtriser l'ensemble des pans logiques qui amènent à produire et capter cette valeur.